Bonjour Stéphane Artano. Bonjour. Vous êtes le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le rapport Oléon du nom du conseiller d'État Laurent Oléon sur Saint-Pierre-et-Miquelon destiné au ministère des Outre-mer sur l'avenir donc de l'archipel. Première surprise, traditionnellement en rapport c'est un état des lieux avec un chapitre, préconisation ou proposition qu'on le retrouve généralement à la fin. Là, dans ce rapport, je constate, la couleur est affichée tout de suite, si j'ose dire, c'est le titre, à l'heure de la collectivité unique. Comment est-ce que vous avez perçu déjà, de prime abord, ce rapport ? Je pense qu'il fallait arriver à la collectivité unique. Et donc la collectivité unique était la conclusion, mais finalement c'était quasiment aussi le préambule. Et donc le Conseil d'État a tricoté ou détricoté son rapport pour faire en sorte que la collectivité unique s'impose naturellement comme la solution. Et c'est ce que nous avions annoncé dès le départ de cette mission, que nous n'avions pas souhaité, parce que je considérais que c'était d'abord aux élus de l'archipel de discuter entre eux, avant de demander à un technicien de venir formaliser ou venir éclairer les élus locaux. Eh bien, d'entrée de jeu, ils ont affiché la couleur en disant tous qu'ils voulaient une collectivité unique. À partir de là, le rapport ne pouvait pas être objectif, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. Alors, ce rapport dénonce toutefois toute une série de dysfonctionnements entre les communes de Saint-Pierre, de Miquelon et du conseil territorial que vous présidez. Ces dysfonctionnements sont-ils réellement pénalisants pour les habitants, ce qui pourrait expliquer la mise en place plutôt d'une collectivité unique ? Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui la population est satisfaite de ses services publics locaux, qu'ils soient municipaux ou de la collectivité, voire même de l'État. Moi, je pense qu'on a à Saint-Pierre-et-Miquelon un très bon niveau de service public et je ne crois pas que l'organisation institutionnelle soit un frein aujourd'hui. Les dysfonctionnements dont fait état M. Oléon ne sont pas des dysfonctionnements. Je rappelle quand même qu'il est conseiller d'État et à un moment donné, les collectivités se doivent également d'appliquer la loi. Je rappelle qu'il y a également des parlementaires qui votent les textes et ces mêmes parlementaires ne peuvent pas demander à ce qu'on s'écarte des textes. Je le rappelle, ce sont également des deniers publics que nous manipulons. Nous sommes soumis à des contrôles de la Cour des comptes et que ces élus qui s'écarteraient de ces textes, y compris du statut, commettraient des infractions. Je pense que la loi et l'actualité judiciaire à Saint-Pierre-et-Miquelon nous l'a rappelé il y a quelques années et je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de prudence et se conformer à l'esprit républicain. On parle souvent de mise sous tutelle de la part du conseil territorial de ces deux communes. Une tutelle, c'est quand vous ne pouvez pas décider. C'est quand on décide pour vous, ce qui est faux. Aujourd'hui, les communes, elles ont un champ de compétences. Ce qui est vrai aujourd'hui, mais ce n'est pas propre aux deux collectivités que sont la commune de Saint-Pierre et celle de Miquelon-Langlade, c'est que les communes ont-elles les moyens de leur action pour financer leur champ de compétences. Mais ça, ce n'est pas dépendant de la collectivité. D'ailleurs, adroitement dans le rapport, M. Oléon évite d'impliquer l'État là-dedans. On ne sait pas quel est le niveau d'implication de l'État. Et je rappelle qu'il y a quelques années, Annick Girardin avait obtenu une mission du ministère de l'Intérieur, de l'Inspection générale de l'administration, pour évaluer justement les compétences des collectivités. Et après ce rapport, la mairie de Saint-Pierre s'est vue attribuer 445 000 € pour compenser les compétences de la commune et la mairie de Miquelon 100 000 €. On voit bien que le travail était mal fait et qu'aujourd'hui, quand on revient au texte de la loi tel qu'on doit l'appliquer, les communes effectivement découvrent des compétences qu'elles n'ont pas forcément exercées jusqu'ici. En tout cas, à lire ce rapport, je lis une phrase. « Il n'est pas souhaitable d'attendre pour engager des réformes, attendre donc les élections de 2017. » Est-ce que la population a été consultée ? Est-ce qu'elle dit oui ? Les retours qu'on a de la base aujourd'hui sont très négatifs sur ce projet de collectivité unique et la population n'a pas encore été consultée. Et elle n'est pas obligatoirement consultée sur ce type de processus statutaire, même si des voix se sont élevées pour dire que la population devait l'être, comme je l'ai demandé à un moment donné, même si les parlementaires se sont engagés à faire en sorte que la population soit consultée, il n'y a pas d'obligation légale. Ça veut dire qu'il peut très bien y avoir une loi organique qui s'enclenche aujourd'hui, parce que la gauche a toutes les cartes entre les mains, au mépris d'ailleurs des intérêts de l'archipel. En tout cas, parlons-en et adressons-nous aux habitants même. Une collectivité unique, eh bien, c'est la disparition des conseils municipaux de Saint-Pierre, de Miquelon et du conseil territorial. Voilà, il faut quand même le dire. Et on lit dans ce rapport, du fait de la spécificité de Miquelon, de créer un conseil spécifique. Et alors, passez-moi l'expression, mais je trouve très curieuse ces comparaisons qui sont faites entre Miquelon et un arrondissement d'une grande ville de métropole, ou alors de Miquelon avec une île où il y a une seule commune, telle qu'on peut la retrouver sur le littoral métropolitain, je pense à l'île de Ré qui est rattachée à La Rochelle, mais Miquelon est quand même assez loin de la métropole. Quelle est votre réaction quand vous avez lu ça ? Ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a beaucoup surpris parce que, et d'ailleurs mes collègues de Miquelon qui siègent à mes côtés au conseil territorial ont écrit d'ailleurs aux deux parlementaires qui mènent actuellement des auditions en leur disant mais
quand on lit le rapport Orléans, finalement, Miquelon est relayé au rang des chiens écrasés. On n'aura plus qu'à gérer les chiens écrasés parce qu'on ne sait pas gérer le reste. Donc c'est aussi une forme d'irrespect à l'égard des élus que sont ceux de la mairie de Miquelon, qui ont été élus il y a quelques années sur la base d'un programme, sur la base du fait qu'ils souhaitaient faire vivre leur commune. Donc c'est vrai que cette disposition, elle n'a aucun sens. Et je crains même d'ailleurs, et vous voyez bien le ton utilisé par Laurent Léon, il parle de conditionnel, il parle de futur. Qui nous dit que le Conseil constitutionnel ne va pas faire voler en éclats, quelque part, la proposition de Laurent Léon, qui ne reste qu'une réflexion en tant que telle. Donc moi j'ai des craintes effectivement pour Miquelon, qui je pense aujourd'hui, d'ailleurs comme elle vient de le faire, vient d'affirmer son attachement à la commune. Elle n'envisage pas de passer à la collectivité unique et elle souhaite au contraire assumer pleinement ses compétences. D'autant que cette collectivité unique serait une sorte de retour en arrière. On ne va pas commenter ce qui s'est passé, mais il y a 20 ou 25 ans, eh bien, c'était deux personnalités qui se partageaient, je dirais, la plupart des pouvoirs de l'archipel. Et c'était déjà une forme de communauté, de collectivité unique, avec le bilan que l'on connaît, et vous en avez essuyé les plâtres. Mais avec un peu de recul, qu'est-ce que vous dites de ce rapport? C'est quoi? Il s'agit finalement d'un calendrier politique qui a été mis en place par rapport à ces propositions. Oui, on le voit bien d'ailleurs avec la précipitation. Le rapport vient d'arriver au mois de décembre. Il y a des auditions qui s'enclenchent au pas de charge en 15 jours des parlementaires qui vont faire un rapport à la ministre de l'Outre-mer. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils font un rapport à la ministre de l'Outre-mer. Je pense qu'on aurait dû en discuter localement, bien évidemment. Et puis, oui, il y a un calendrier politique. Le calendrier politique, il est simple. C'est qu'à partir du moment où la collectivité unique serait actée par la population, ou pas d'ailleurs, le gouvernement repousserait l'élection du conseil territorial. En faisant de la sorte, je ne pourrais pas me présenter aux législatives de juin 2017 contre Annick Girardin puisque je serais frappé par l'éligibilité. Je devrais choisir entre le poste de président ou député si je venais à être élu. C'est une première tactique pour éviter et écarter un adversaire potentiel. Le deuxième pas, c'est que la sénatoriale de septembre 2017, comme les grands électeurs n'auront pas changé, puisque le conseil territorial n'aura pas évolué, Karine Claireaux conserve toutes les cartes entre les mains pour être réélue sénateur de l'archipel. Par la suite, décembre 2017 ou janvier 2018, si la collectivité unique était mise en place, il y aurait une alliance de circonstances à nouveau comme en 2012 pour dégager Archipel demain de la collectivité unique, tout simplement. Donc oui, pour moi, le calendrier, il est très clairement politique et je pense que la population l'a bien senti. Donc on est visiblement sur un rapport aussi politique, mais finalement, est-ce qu'une collectivité unique ne permettrait pas peut-être de simplifier les prises de décision et de favoriser le développement économique de l'archipel? Le grand absent quand même de ce rapport, c'est quand même le développement économique. Je rappelle qu'à un moment donné, en juillet 2014, certains élus ont dit que le statut actuel empêche le développement économique, ce qui est complètement faux. Et d'ailleurs, Laurent Léon ne se positionne que sur les aspects strictement institutionnels et politiques. Il ne répond pas à l'aspect économique. Aujourd'hui, moi je dis que le statut permet à chaque collectivité qui le souhaite, rien n'interdit à une mairie par exemple, de dire, dans le cadre de la politique foncière sur le territoire de la commune, on met en place des exonérations d'impôts fonciers, par exemple, pour favoriser l'installation d'entreprises. Rien ne l'empêche aujourd'hui, même si elles n'ont pas la compétence pour décider, elles ont au moins la capacité de proposer. Donc je pense que la collectivité n'apporterait rien de plus en termes de simplification. Il suffit déjà que tout le monde respecte ses champs de compétences et applique les textes déjà en vigueur. Quand on aura fait ça, on aura déjà fait un grand pas. Autre point qui n'est pas abordé dans le rapport, c'est le statut vis-à-vis de l'Union européenne. Une collectivité unique pourrait faire de Saint-Pierre-et-Miquelon une région ultra-périphérique. C'est très important, et pour ceux qui ne le suivent pas, c'est pas tout à fait la même chose. Une région ultra-périphérique et un pays et territoire d'outre-mer, c'est pas tout à fait la même chose en termes de fiscalité et d'aides européennes. Ça voudrait dire que Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait y perdre. C'est le grand absent également de ce rapport, c'est que quand François Hollande vient en décembre 2014, le statut européen est au centre de toutes les interrogations, avec notamment l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et finalement, étrangement, alors que c'est un point sensible en décembre 2014, sur toute l'année 2015, personne n'évoque le statut européen. Aujourd'hui, il y a des partisans sur le territoire de devenir région ultra-périphérique, parce qu'en étant région ultra-périphérique, vous avez plus de subventions. Le seul problème, c'est qu'il vous faut une batterie de hauts fonctionnaires pour aller récupérer cet argent. Saint-Pierre-et-Miquelon serait pénalisé parce que nous avons un PIB qui est au-dessus de la moyenne européenne ou qui s'en rapproche très fortement, donc on serait défavorisé. Et puis surtout, les droits de douane et les impôts ne seraient plus des impôts locaux. On passerait notamment ces 17 millions d'euros de recettes douanières qui disparaîtront du territoire, qui seront versés au profit de l'Union européenne. Qui va compenser ça pour les budgets des communes
du Conseil territorial et de la Chambre de commerce? Personne. Donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur des initiatives qui nous feraient basculer en région ultra-périphérique. D'autant que ce point, effectivement, ne semble ne pas avoir été abordé, ou du moins réfléchi. Pourtant, ce rapport, il précise bien l'importance de la sécurisation des aides de la France à l'archipel. Cela devrait vous rassurer, non? Oui, enfin, c'est le discours habituel. Laurent Léon a été très clair. Quand l'État transfère, il compense toujours. Je pense que l'actualité récente et les positions de Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, sur le RSA notamment, démontrent clairement qu'aujourd'hui, l'État ne compense jamais les transferts de compétences. Donc venir nous vendre la salade de dire mais ne vous inquiétez pas, l'État sera présent à vos côtés, il n'y aura aucune perte de dotation, c'est faux. On sait pertinemment qu'à un moment donné, l'outre-mer va forcément souffrir également d'une politique de resserrement au niveau national. Une dernière question, j'ai bien compris, pas de collectivité unique, mais peut-être une évolution, non? Oui, les élus du Conseil territorial l'ont d'ailleurs exprimé en décembre 2014 dans un vœu en disant on est opposé premièrement à une modification d'ici 2017, mais oui, effectivement, à un moment donné, il faudra faire comme à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, se poser des questions sur est-ce qu'en matière d'urbanisme, on est allé assez loin? Est-ce qu'on peut travailler sur d'autres sujets? Est-ce qu'il y a des textes à amender, à proposer dans le statut actuel? Je le pense. Ceci étant dit, il n'y a aucune urgence aujourd'hui. Il y a une échéance électorale en mars 2017. Ce travail peut très bien s'enclencher à partir de là, parce que ces adaptations ne changeront pas la face du territoire. Je pense qu'il faut être réaliste et ne pas mentir aux gens aujourd'hui. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, j'ajoute juste un petit point, ce qui veut dire aujourd'hui qu'avec les textes actuels, vous pouvez poursuivre votre développement avec des ferries, avec d'autres projets de développement pour l'archipel. Aujourd'hui, il y a un projet extrêmement ambitieux de Grand Port qui n'est pas lié au statut du territoire. La collectivité va faire l'acquisition de 2 ferries, ça n'est pas lié au statut. Nous allons mettre en place un câble numérique. Il y a des projets privés qui se mettent en place, ça n'est pas lié au statut. C'est lié à la capacité du territoire d'accompagner des entreprises privées dans le cadre de leur développement. C'est complètement différent. Et aujourd'hui, le statut, c'est une vraie chance. On a mis en place un code d'exonération douanière pour favoriser l'investissement. Si nous n'avions pas cette compétence fiscale, nous n'aurions jamais pu, effectivement, favoriser l'investissement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or, nous l'avons fait. Voilà, ce qui permet effectivement de contribuer au développement économique, sinon ça risque d'être le statu quo, justement à cause d'un statut qui n'est absolument pas adapté pour cet archipel. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Stéphane Arthaud. Merci.